et bienvenue à tous pour le 5e épisode d'Unser Podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouveau podcast qui va être consacré à un seul club, comme on l'avait déjà fait autour du Borussia Dortmund. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le Borussia Mönchengladbach. Donc on a un invité un peu spécial, donc c'est Jules, je vais te laisser te présenter. Écoutez, d'abord bonjour, merci de l'invitation. Pour me présenter rapidement, du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Jules. Je tiens le compte Gladbach FR sur Twitter, qui est consacré à l'actualité de Borussia Mönchengladbach. Au niveau de mon profil de supporter, je sais que ça va peut-être choquer des gens, mais je supporte le club globalement depuis la saison 2017-2018. Donc ça peut paraître récent, mais en fait, je suivais la Bundesliga de loin. Et au fur et à mesure de suivre de plus en plus, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce club, qui est un club familial avec de bonnes valeurs qui me correspondent. Et du coup, je me suis intéressé de plus en plus, et de là est née ma passion pour ce club. Ok, d'accord, merci beaucoup. C'est toujours intéressant d'avoir des avis qui divergent et qu'on ne soit pas tous fans du Bayern, comme notre deuxième chroniqueur, Paul, qu'on présente plus. Ah, je pensais pas que t'allais me présenter justement, mais bon. Oui, habitué, hein, le 4e podcast que je fais, mais le 5e, c'est un plaisir d'avoir un nouvel invité, pouvoir parler un peu aujourd'hui de Gladbach, club qu'on suit beaucoup et qu'on apprécie, puisqu'il monte en puissance depuis 2-3 saisons maintenant. Ça monte en puissance, mais on va commencer du coup avec un premier débat assez mitigé, parce qu'il faut quand même en parler. Il y a eu les cas Thuram et Mbolo, avec des actes qui n'ont pas vraiment mis la lumière sur la Bundesliga, ou en tout cas qui a mis la lumière, mais peut-être pas de la manière dont on le voulait. Donc, pour revenir rapidement sur les faits, il y a d'abord eu Marcus Thuram qui a été exclu contre Offenheim après avoir craché à la figure de Stefan Posch. Donc, un signe dont on se passerait surtout en période de Corona, quand on sait l'influence notamment des footballeurs dans la société et sur les jeunes. Il s'est pris une amende de 150 000 euros qui était à l'époque, qui était un mois de salaire reversé à une association caritative, si je ne me trompe pas, mais à l'époque c'était la plus grande amende, la plus grosse depuis le nouveau format de la Bundesliga en 1963. Et sauf qu'il y a eu un autre record, si on peut dire ça, c'est Breel Mbolo qui a aussi fait parler de lui. Dans les faits, sa version, c'est qu'il allait voir un match de basket après le match contre Stuttgart chez un ami. Mais sauf qu'il est suspecté d'avoir participé à une fête dans le même immeuble dans le voisinage, s'être enfui par le toit, une histoire assez folle. Le club, il n'a pas voulu trop épiloguer dessus. Il s'est fait quand même punir de 200 000 euros de salaire. Et le directeur, quelqu'un du club, a stoppé l'affaire assez court en déclarant qu'il est totalement inutile d'aller voir un ami samedi soir à 2h30 du matin, surtout lorsqu'on est une personnalité publique. Donc on ne va pas rentrer plus précisément dans les faits, mais ça lance notre partie débat et je pense que ça fait émerger plusieurs questions. Déjà, lorsqu'on est impliqué, comment est-ce qu'on vit une situation comme ça ? Alors, d'abord pour commencer par rapport à Thuram, bien évidemment que j'ai été déçu parce que, je vais l'avouer, Thuram c'est un peu mon joueur préféré dans ce club, parce qu'il est français, parce qu'il est bon déjà, notamment en Ligue des Champions, et contre Offenheim, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais personne n'a compris, que ça soit moi, que ce soit les autres supporters, que ce soit le club, ses coéquipiers, tout ça. Donc personnellement, j'étais très déçu de son geste. Je n'ai pas compris parce que qu'importe ce qui lui arrive, même s'il se fait insulter, découper sur le terrain avant, il n'a pas à faire ça parce que cette action, elle salit son image, celle de l'équipe et celle du club, celle de l'institution même. Et moi, je trouve qu'après après un acte comme ça, les autres adversaires qu'il va rencontrer dans sa carrière, ils vont avoir tendance à le provoquer pour le faire réexclure comme ça. Donc c'est un risque à prendre. Il venait d'être appelé en bleu juste avant. Mais je pense pas qu'il va retrouver la sélection de Deschamps dans quelques temps parce qu'avec ce geste, Deschamps il est très, très fermé par rapport à ses gestes. C'est sûr que c'était à éviter plutôt. Ah, c'était à éviter quoi, surtout que là il était, comme je l'ai dit, en train de monter en puissance, il découvrait les Bleus, il découvrait la Ligue des Champions, tout ça. Mais bon, depuis son retour, il est revenu, il a marqué contre Dortmund, il a marqué hier en DFB. Donc bon, peut-être que ça lui a redonné de la force d'avoir une suspension, il a pu se reposer peut-être, je sais pas. Mais bon, en tout cas, moi j'ai été déçu, après... Je garde ça dans un coin de ma tête, mais pour l'instant, il faut se concentrer sur le sportif et essayer d'oublier ce genre d'affaires. Alors pour Mbolo, je suis un peu plus sévère, disons. Parce que Thuram, avec tous les guillemets du monde, ça peut se pardonner, entre guillemets, parce que c'est un geste de colère, de haine, de frustration sur un terrain, c'est fait, hop. Entre guillemets, hop, on passe à autre chose. C'est un geste à chaud, c'est un geste à chaud. Donc, ouais. Voilà, c'est un geste à chaud, peut-être que... il l'aurait pas fait dans un autre match, dans d'autres conditions. Bref, c'est pas un geste, mais bon, ça enlève pas la gravité de l'acte.
Mais Mbolo, le problème que j'ai avec ce joueur, c'est que déjà sur le terrain, il est pas très bon cette saison. Donc voilà, donc il devrait se faire tout petit et continuer à s'entraîner. Mais au lieu de ça, il va soi-disant voir un match de basket avec des amis dans la soirée même d'un match de foot. Il est suspecté d'avoir participé à une fête, donc d'enfreindre les règles sanitaires. Et le lendemain, il regarde le coach dans les yeux et ses coéquipiers et il jure de pas avoir été à la fête alors que tout montre qu'il était bien à la fête. Mais bon. Donc ça m'a un peu posé le problème. On dirait les affaires des press people. N'importe quoi cette histoire. Et au-delà de ça, je voulais parler du capitana d'Embolo parce qu'il est 3e capitaine de l'équipe. Et moi, je trouve qu'après cette affaire-là, il aurait dû perdre son brassard de capitaine. Parce que moi, il a trahi ma confiance en quelque sorte. J'ai plus confiance en ce joueur. Ça se comprend, enfin vraiment. Tu penses que toi, Paul, ça te traduit quoi? Genre plutôt de la frustration, on avait vu? Ou peut-être même, genre par rapport à la situation sanitaire, ça donne un peu l'impression qu'ils sont un peu déconnectés et inconscients du monde actuel. Enfin, on dit souvent que le football moderne, ça déconnecte les joueurs, voilà, c'est pas la réalité. Est-ce que tu penses que c'est un peu le cas ou c'est juste de la frustration sur le moment ou... Alors, pour Thuram, je rejoins complètement Jules sur le fait que c'est davantage pardonnable, toute proportion gardée évidemment, du fait que c'est commis sur le terrain à chaud. Mbolo, c'est davantage problématique parce que, comme il l'a souligné, c'est en dehors, c'est de l'extra sportif et ça impacte l'image du club. Donc, c'est vrai que ça a des conséquences qui sont vraiment nauséabondes, je pense. Là où ça me soucie un peu par rapport à Thuram, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Jules, c'est quand même le genre d'événement qui peut faire pencher la balance en faveur d'une non-sélection pour l'Euro. Après, il pourra donner la réponse sur le terrain et faire des bonnes prestations d'ici la fin de la saison, ça j'en doute pas. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu dommage, je pense, parce que Didier Deschamps est très strict là-dessus. Et il y a déjà beaucoup de places quand même qui sont chères sur le fond de l'attaque des Bleus. Donc on verra si ça joue ou pas, on verra lors du prochain appel et des prochaines convocations. Mais globalement, oui, je ne peux que confirmer ce qu'a dit Jules sur le fait que bon, c'est 2 exemples à ne pas suivre, mais il y en a un effectivement qui me paraît plus grave et c'est effectivement celui de Brel Mbolo. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ça parce que à première vue, enfin c'est pas le geste le plus grave qui nous paraît le plus grave. Enfin, genre un crachat, c'est quand même assez grave dans les faits. Mais en fait, surtout, j'ai l'impression qu'Embolo, il brise la confiance qu'il y a au sein de l'équipe. Enfin, en fait, il va avoir des amis, sachant qu'en fait, bon, ils se font tester. Et en fait, c'est vraiment une bulle au sein de chaque équipe. Et du coup, je sais pas si ça va pouvoir se réparer très facilement. Ça, il faudrait voir au sein de l'équipe. Donc, je pense qu'on va sortir de cette phrase, enfin de cette partie un peu extra sportive pour plutôt évoquer des sujets qu'on préfère, notamment les attentes pour la suite de la saison. Donc pour situer, Gladbach est actuellement 7e avec 32 points, si je ne me trompe pas. Ils sont en quart de DFB Pokal depuis hier, donc on enregistre avec une victoire 2-1 contre Stuttgart encore, je crois que c'était ça. Les derniers résultats, ils sont plutôt encourageants. Il y a eu 4 victoires et 2 nuls en janvier, notamment des gros matchs, donc le Bayern et Dortmund. Mais surtout, ils sont juste à un petit point de Francfort et qui est 4e. Donc la 4e place, c'est la phase de groupe de Ligue des Champions. Et du coup, est-ce que cet objectif, enfin cette qualification, c'est vraiment l'objectif de Gladbach cette saison? Et avec la dynamique actuelle, comment est-ce que tu sens qu'est-ce que vous pouvez faire, quoi? En tant que supporter, bien sûr que je veux qu'ils se qualifient en Ligue des Champions, ça je pense que c'est logique. Mais du point de vue de la saison entière pour l'instant, la première partie de saison elle a été pas nulle mais pas bonne non plus. Je pense que c'est le rythme des 3 matchs tous les jours les matchs tous les 3 jours pardon, qui nous a tués. En plus de la blessure d'Hoffmann, qui était notre meilleur joueur jusqu'à là. Mais bon, Stindl a réussi à compenser, à relever la barre et après la pause de Noël et le Nouvel An, on est bien revenu. On a fait un mois de janvier exceptionnel avec 2 grosses victoires face au Bayern et Dortmund qui montrent qu'on a une sacrée force de caractère contre les grosses équipes. Et actuellement, c'est vrai qu'on est 7e, mais seulement, comme tu l'as dit, à un petit point du 4e et à 3 points du podium. Donc bon, ça devrait aller si on garde notre dynamique, si on reste concentré, si on fait bien tourner, si les joueurs sont bons sur le terrain. La qualification, elle se jouera comme la saison dernière, dans les toutes dernières journées, si ce n'est la dernière journée. C'est sûr que ouais, c'est sûr que la Bundesliga, ça reste assez indécis jusqu'à la fin. T'as parlé un peu du jeu et de ce que vous pouviez viser. Peut-être que Paul, tu peux nous éclairer un peu sur le jeu de Gladbach. Ça se construit relativement rapide, assez porté vers l'offensif. Tu peux rajouter des trucs, je pense. Oui, bah c'est un jeu, sans vouloir vanter notre invité ou Gladbach ou quoi, mais de manière complètement honnête, je pense que Gladbach c'est l'équipe en Bundesliga. Alors je dis bien en Bundesliga parce que je regarde pas trop les autres championnats,
qui, à mon avis, est l'équipe qui est la plus efficace sur le jeu de transition offensive. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se projettent très vite et c'est toujours assez varié, pas mal dans l'axe aussi, donc c'est des progressions assez verticales. Je me souviens notamment de la victoire contre le Bayern, où globalement, les 20-25 premières minutes, le Bayern fait vraiment un bon début de match, marque par 2 fois. Et Gladbach arrive à égaliser, à revenir sur des actions de jeu où en 2-3 passes, ça remonte vraiment tout le terrain. Il me semble que c'est Stindl qui trouve une ouverture assez incroyable pour Hoffmann à un moment donné, qui derrière Neuer. Donc c'est vraiment toujours des transitions très rapides. Et là où je veux dire que c'est vraiment un compliment et que ça montre que l'équipe excelle dans ce registre de jeu, c'est qu'en Allemagne, les équipes sont justement réputées pour leur capacité à se projeter vite vers l'avant. Bon, évidemment, le Bayern le fait bien, mais est plutôt dans un registre de possession. Mais là, je pense ici aussi à Leverkusen et Leipzig, qui construisent leur jeu là-dessus notamment. Beaucoup de vitesse aussi, mais je trouve que Gladbach, en termes d'efficacité notamment, et je pense que Jules pourra confirmer, mais il y a eu pas mal de matchs en début de saison en Bundesliga, où Gladbach a réussi à prendre des points sans avoir forcément été incroyable sur 90 minutes, mais avec cette capacité quand même à être assez efficace dans ce registre-là. Ouais, pour rebondir sur ce que tu as dit, ouais, on a réussi à avoir des points par cette tactique-là. Mais après, cette tactique-là, elle est un peu fatale, elle est un peu à double tranchant parce qu'on en perd beaucoup. Parce qu'on a tendance à jouer que en transition offensive rapide. Mais en défense, c'est vraiment pas top les transitions défensives parce qu'on se projette tous vers l'avant en même temps. Et du coup, en repli défensif, c'est un peu moyen. Ok, donc on a évoqué les ambitions à moyen terme de Gladbach, mais à plus court terme et très bientôt, il y a un très beau défi à les relever, même pour tout le football allemand, c'est d'aller taper Manchester City en huitième de finale pour poursuivre une belle campagne en Ligue des Champions. Donc une campagne en phase de groupe qui était contre le Real Madrid, l'Inter et le Shakhtar. Ce beau parcours, il va se poursuivre le 24 février donc, en Allemagne, puis à Manchester le 16 mars. On attend quoi d'un match comme ça lorsqu'on est directement impliqué? Est-ce que t'es impatient, t'as un peu peur? C'est quoi qui te... Alors oui, la Ligue des Champions anime mes journées, même pendant la phase de groupe, j'attendais que ça d'avoir la Ligue des Champions. Et là, d'autant plus que c'est un huitième de finale contre Manchester City, c'est pas rien. En tant que supporter, on a hâte de voir ça. Mais à la fois, d'un autre côté, j'ai un peu peur parce que ça reste Manchester City. Là, ils sont dans une forme incroyable. On sait que le potentiel offensif de cette équipe, c'est monstrueux. Le potentiel tout court de cette équipe, c'est monstrueux. Ils ont un coach, Pep Guardiola, qui est incroyable aussi. Donc bon, après, on est un petit poussé dans cette compétition maintenant. Mais bon, on a vu ce qu'on avait fait contre le Real, contre l'Inter, même contre le Shakhtar. Hein, c'est pas rien ce qu'on a fait, même si c'est que le Shakhtar, entre guillemets. Donc on a une carte à jouer. Donc après, à voir si nos joueurs sont assez motivés pour aller chercher cette qualification en quart de finale. Mais moi, j'y crois, si on arrive à un peu mieux jouer en défense quand même. Mais tu parles du Shakhtar, mais moi je trouve que c'est vraiment pas à minimiser. Je sais qu'Offenheim, on s'était cassé les dents contre le Shakhtar et mettre, je crois que c'était 6 et 4 buts. C'est vraiment ce qui m'a le plus impressionné au-delà des matchs nuls contre l'Inter et le Real. Je crois qu'il y a 2 matchs nuls, mais c'est vraiment les matchs contre le Shakhtar, moi, qui m'ont impressionné. Après, tu t'évoquais le duel Roseux contre Guardiola. Et ça va être vraiment intéressant, je pense, et même de pouvoir mettre en opposition un peu nos coachs allemands, comme on disait tout à l'heure, qui sont, là, il arrive à avoir un mélange et une alchimie très efficace entre transition rapide et efficacité. Comment tu vois, toi, cette confrontation un peu tactique, on peut dire, je pense, qui te fait peut-être un peu rêver aussi En tant que supporter de football en général, oui, les oppositions tactiques, même Guardiola contre n'importe quel autre coach, ça fait toujours plaisir à voir parce que c'est Guardiola, parce que c'est Guardiola tout simplement. Mais contre Rose, ouais, ça va être intéressant à voir parce que Rose, c'est quand même un jeune entraîneur par rapport à Guardiola. Guardiola a quand même pas mal d'expérience. Il est passé par le Barça, par le Bayern, là il a City, bon, c'est que des gros clubs. Mais à voir ce qu'il va faire contre nous, contre les transitions offensives de Rose, mais je pense que je me fais pas de soucis pour Guardiola, je me fais un peu plus de soucis pour Rose. Donc voilà, mais après à voir, mais oui, ça me fait rêver, bien évidemment. Je pense que cette affiche-là fait rêver. Alors bon, moi j'avoue, quand j'ai vu le tirage, je m'étais dit, en soi, c'est pas... bon, c'est vrai que City, ça fait peur, mais c'était un moment déjà où City avait un peu plus de difficultés. Et surtout, honnêtement, il y a quand même des aspects à prendre en compte. Évidemment, sur le papier, City a une meilleure équipe, mais
déjà, Guardiola, il va être scruté vraiment avec beaucoup d'attention parce que ça fait quand même sur les 2-3 dernières saisons de Ligue des Champions avec City, globalement, et pourtant avec tout le respect que j'ai pour Guardiola et sur notamment son idéologie de jeu, il y a eu des passages, voilà, des gros passages à vide quand même. Donc là, on surveillera de près, sachant que bon, à la place des supporters de Gladbach, évidemment, j'aurais un peu peur de jouer City, mais d'un autre côté, je pense que s'il y a bien une équipe qui peut perturber City à ce niveau-là, dès les huitièmes de finale, c'est bien Gladbach, parce que comme on l'a dit dans le jeu de transition, c'est excellent. Et c'est justement quelque chose contre lequel City a toujours eu du mal ces dernières saisons. City n'aime pas devoir jouer contre des équipes qui se projettent vite, qui sont pas uniquement en bloc bas. Donc ça sera surveillé. Pour moi, les enjeux clés de ce match, ils vont aussi résider dans les capacités qu'aura Gladbach quand même à ne pas avoir uniquement, à ne pas jouer uniquement en contre et avoir quelques temps de possession. Parce que ça, je pense que c'est pour l'instant encore ce qui les distingue du niveau supérieur qu'a atteint Leipzig depuis l'arrivée de Nagelsmann, à savoir que Leipzig désormais a la capacité à la fois de se projeter dans un jeu de transition offensif comme le fait Gladbach, mais également d'avoir des temps de possession qui sont ultra importants si tu veux arriver en Ligue des Champions à enchaîner les matchs. Donc ça va être le gros enjeu parce que City presse très bien. La question c'est est-ce que Gladbach arrivera à trouver des circuits de relance précis et à pas perdre le ballon trop vite dans sa moitié de surface, enfin dans sa moitié de terrain, pardon. Ça sera les gros enjeux de ce match. En tout cas, on a hâte de suivre ça. Oui, complètement. En plus, si ça peut nous faire une belle affiche tactique et qu'en plus ça peut satisfaire les fans de football allemand avec un résultat au bout, enfin, ce serait vraiment incroyable, je pense. Surtout que c'est le premier, c'est le huitième depuis le nouveau format de la Ligue des Champions. Enfin, c'est plein de choses qui pourraient rendre l'événement vraiment très beau. Et il y a autre chose aussi que cet événement il va pouvoir mettre en avant, c'est les joueurs de Gladbach, parce qu'on sait un beau parcours en général, c'est synonyme après de perte des joueurs. Enfin, ils sont vendus tout simplement. Ça plaît pas forcément aux supporters, mais à la fois, c'est peut-être un signe de valorisation. Quand on pense, par exemple, quand on a un joueur comme Neuhaus qui va avoir 24 ans et c'est peut-être pour lui le moment de partir, de tenter mieux, enfin, sans vouloir être méchant, c'est le circuit logique du football moderne. Il y a des rumeurs qu'il envoie au Bayern, même s'il faudrait débourser 40 millions, ou à Dortmund, ou plus récemment à Tottenham. Ça doit être un peu frustrant en tant que supporter, mais du coup, est-ce que tu vois aussi le signe de réussite que c'est et de voir le Bayern et d'autres grands clubs s'y intéresser? Et tu lui souhaites quoi pour la suite? Bah, à la fois, ouais, par rapport à Neuhaus, je suis à la fois frustré parce que j'adore ce joueur, parce que c'est une pépite, il est monstrueux au milieu de terrain. Ce qu'il fait depuis 2-3 saisons maintenant, c'est incroyable. Mais à la fois, je suis fier parce que c'est quand même si c'est pas un produit de la formation de Gladbach, c'est quand même, il est arrivé jeune au club, c'est quand même encore un jeune joueur, donc on est fier de le voir partir. Surtout quand on entend des noms comme le Bayern, Dortmund, même récemment on a entendu Tottenham, comme tu l'as dit, le Real aussi qui est intéressé. Donc après, moi je lui souhaite que le meilleur pour la suite, qu'il gagne un maximum de choses. Après, si c'est avec Gladbach, c'est encore mieux. Mais bon, on va pas se faire d'illusions non plus. On n'est pas le Real, on n'est pas le Barça, on n'est pas le Bayern. Même si j'aimerais bien. Mais après, je pense que peut-être qu'il partira pas encore cet été, l'été prochain peut-être. Mais là, si par exemple si on se qualifie en Ligue des Champions la saison prochaine, je pense qu'il restera encore une saison pour être au maximum de son potentiel pour partir. Et moi, je le vois bien remplacer un Toni Kroos au Real parce que c'est un peu le même profil. Il y a un Allemand qui vient de Bundesliga. Ça peut être intéressant pour les merengues. Oui, Neuhaus, c'est vraiment un excellent joueur qu'il faudra suivre. Surtout que, bon, mine de rien, il a un profil quand même assez complet. Je pense qu'il est capable de faire à peu près tout, même s'il a encore des axes de progression. Et c'est pour ça que, par exemple, les rumeurs qu'il envoie au Bayern, déjà, je pense qu'elles sont à prendre avec des pincettes parce que il vaudra quand même un certain montant. Et à l'heure actuelle, il est vrai que si jamais il doit aller au Bayern, ça lui demande aussi de faire des changements dans son style de jeu. Parce qu'à Gladbach, on est sur une équipe qui est moins habituée à tenir le ballon. Après, je ne doute pas de ses capacités à progresser dans ce registre-là. Mais bon, on surveillera ces rumeurs qui, pour l'instant, sont surtout, je pense, aussi une volonté de la part des agents de faire gonfler un peu le prix. Mais en tout cas, bon, on imagine que toi, en tant que supporter de Gladbach, t'aimerais bien le garder un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que c'est le joueur actuellement qui a la cote et il est fort probable que s'il y a un joueur de Gladbach qui parte cet été pour une certaine somme, ça serait lui au vu de sa régularité dans ses performances. Après, il y a d'autres joueurs aussi sans doute qui sont susceptibles de quitter le club.
comme Ginter, est-ce que tu as des avis, où est-ce que tu les verrais? Est-ce que tu penses que certains, c'est leur moment de partir parce que quand même il faut engranger de l'argent? Enfin, comment tu vois un peu votre prochain mercato un peu? Bah après, en tant que supporter, j'espère qu'on arrivera à garder tout le monde. Donc, ce que je vais peut-être dire là va peut-être être biaisé par mon avis de supporter, mais bon, je vais essayer d'être assez objectif. Je pense que celui qui a le plus de chances de partir, c'est quand même Zakaria, parce que avant qu'il se blesse en mars dernier, je crois, en mars dernier, il était courtisé par Liverpool, par United et par d'autres grosses écuries européennes. Et ça, il y a ça qui me fait dire qu'il pourrait partir, plus le recrutement de Manu Koné de Toulouse qui arrivera cet été, qui est un peu le même profil que Zakaria, moins prestigieux pour l'instant. Mais je me dis que s'ils ont recruté un profil comme ça, c'est que peut-être pour pallier un futur départ de Neuhaus ou de Zakaria, justement. Après, les gros joueurs qui seraient susceptibles de partir, qui pourraient fuiter dans la presse, ça serait Stindl, mais lui, j'ai aucun doute là-dessus, il partira pas, il est capitaine. Même s'il est monstrueux cette saison, je pense pas qu'il partira. On a les noms de Hoffman et Ginter. C'est les deux autres, après Stindl, qui sont le moins susceptibles de partir. Et après, il y a peut-être Ben Sebaini j'ai vu Manchester City serait intéressé par son profil, mais je pense pas qu'il bougera. Après, comme j'ai dit, c'est peut-être biaisé par mon avis de supporter, mais j'espère qu'on arrivera à garder le plus de joueurs possible. Après, c'est normal, ouais, il reste pas mal d'imprécisions. Enfin, le mercato, il est encore loin, et même pour les joueurs, ça serait pas très bon signe si déjà ils pensaient juste à leur prochain club. Par contre, il y a quelque chose qui est plus ou moins déjà acté, c'est l'avenir de Marco Rose. Donc, il va sans doute rejoindre un plus grand club. Pardon. C'est un profil similaire à Nagelsmann, et je vais un peu en parler parce que voilà, au niveau en plus du jeu, surtout de l'âge et des ambitions, je pense qu'ils peuvent viser tous les deux très haut. C'est-à-dire que Nagelsmann, il a déjà refusé 2 fois le Real Madrid, je pense, et Marco Rose, des opportunités comme ça, pardon, ça va arriver. Du coup, un entraîneur talentueux comme ça attire forcément la concurrence. Donc, j'ai parlé du Borussia Dortmund. Ça serait un peu une suite logique peut-être pour ses idées, puisque Dortmund qui est actuellement pas en super situation. Si son destin, lui, il est à peu près tracé, enfin voilà, peut-être que c'est intéressant de voir qui pour la suite à Gladbach, parce que j'imagine que ça se remplace pas aussi facilement un profil comme Rose. Alors non, ça se remplace pas facilement, c'est sûr. Surtout que lui, il est arrivé là en tant que jeune coach. Et ce qu'il a fait avec cette équipe, c'est quand même assez beau à voir. Même si je pense que les joueurs qui sont arrivés en même temps que Rose ont fait beaucoup, parce qu'il avait une bonne équipe quand même l'année dernière, même cette saison, c'est la même. Hein. Globalement, après, moi j'ai quand même quelque chose à lui reprocher, c'est ces changements. Je comprends pas forcément ces changements. C'est sûr que pour remplacer Rose, en tant que supporter, et comme ça a fuité récemment, mon coup de cœur, c'est Eric Ten Hag, parce que ce qu'il a fait avec l'Ajax il y a 2 ans maintenant, 3, je sais même plus, le temps est passé si vite. Ce qu'il a fait avec l'Ajax, c'était assez incroyable. C'était pas des joueurs super connus non plus, et il est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions avec un football magnifique, le vrai football qu'on aime. Mais bon, je pense pas, j'espère de tout cœur. Après, Lothar Matthäus, notre ancien joueur et l'ancien joueur du Bayern aussi, il s'est exprimé et il a dit que la volonté du club, c'était de prendre un coach qui était passé par l'Empire Red Bull, comme Rose l'a fait parce qu'il était passé par Salzbourg, pour garder la même philosophie de jeu que Rose. Et dans cette catégorie de coach, moi j'en ai retenu 2 qui seraient susceptibles de venir dès cet été. Déjà, il y a Ralf Rangnick, je sais pas, désolé pour la prononciation. Il est actuellement libre, donc je pense que c'est une bonne option, un coach libre. Et il est passé par 4 branches différentes de l'Empire Red Bull. En plus de ça, j'ai lu dans la presse qu'il était fan de Gladbach quand il était petit, parce qu'il dormait pour la petite anecdote, il dormait dans des draps aux couleurs du club quand il était jeune. Donc je pense que ça sera un bon choix pour Rose. Après, il y a l'actuel coach de Salzbourg, Jesse March. C'est exactement le même profil que Rose, jeune coach, relativement jeune, il pourrait faire le même chemin que notre coach actuel, c'est-à-dire passer de Salzbourg à Gladbach. Après, au-delà de ça, il y a beaucoup de noms qui circulent dans la presse, comme notamment l'entraîneur de Francfort, l'entraîneur du Werder plus récemment. Donc déjà, on va attendre de voir si Rose part réellement, parce que Eberl a l'air de dire qu'il partait pas trop, sans trop se prononcer, du grand Max Eberl. Mais après, je lui fais confiance à Max Eberl pour trouver le successeur idéal de Rose. Oui,
Honnêtement, je pense que ça sera parce que évidemment Rose, ça a quand même l'air de se diriger de plus en plus vers une sortie à la fin de l'année. Je pense que ce sera crucial pour Gladbach d'assez vite, mais ça je fais confiance à Max Eberl pour ça, assez vite, pas forcément officialiser, ça dépendra comment ça se passe aussi avec Roseux, mais clarifier au moins en interne qui succédera à Roseux, parce que le projet qui a commencé avec Roseux, c'est quand même quelque chose de très cohérent. Je pense que beaucoup de joueurs adhèrent de manière générale à sa philosophie. Et le fait de ne pas avoir de visibilité sur qui lui succédera, ça peut être aussi un facteur qui donne envie aux joueurs de partir assez rapidement en fin de saison. Alors qu'à l'inverse, si assez vite on sait, enfin les joueurs au moins savent un peu plus qui sera le successeur de Roseux. Évidemment, j'ai entendu aussi le nom de Ten Hag. Je pense que ça peut convaincre des joueurs de rester. Et pour rebondir un peu sur ce que tu as dit par rapport à la filière de Red Bull, à titre personnel, je pense que le pari Ten Hag serait un peu plus osé, un peu plus ambitieux. Parce que bon, si Gladbach reprend encore un entraîneur passé par Salzbourg avec à peu près la même trajectoire que Roseux, il y a un risque aussi de rentrer dans un système où finalement Gladbach est un club qui fait passer un palier à des coachs. Avoir un peu cette réputation-là, je pense qu'à terme, ça peut être préjudiciable. Donc on verra quelle sera la stratégie déployée. Mais à titre personnel, je serais curieux de voir effectivement un coach comme Ten Hag débarquer en Bundesliga parce que ce qu'il a fait à l'Ajax, c'était assez impressionnant en termes de jeu déployé. Et ça serait intéressant d'avoir encore ce genre de coach qui viennent renforcer la Bundesliga. C'est sûr que Ten Hag, je pense que tout le monde prend tous les jours. C'est vraiment un très bon coach de ce qu'on a vu et ça donne vraiment envie, très compatible avec la Bundesliga. Je pense que sur ce, on va stopper ce 5e podcast. Donc on remercie Jules d'avoir honoré notre invitation. N'hésitez pas à aller voir son Twitter. Merci à vous. Merci à vous. Son Twitter, il sera sans doute en dessous dans la description. Et maintenant aussi, il y a une nouveauté, puisque nos podcasts donc vous pouvez les écouter depuis Spotify. Ce sera sans doute plus facile et voilà, on espère que ça vous simplifiera la tâche. N'hésitez pas aussi à participer, à interagir autour du compte Twitter Unsurfußball. Et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.